Alors que l'Europe brûlait encore des sorcières dans des huttes de boue, une reine noire commandait 120 000 soldats et contrôlait des routes commerciales qui vaudraient aujourd'hui des milliards. Son nom a été délibérément effacé de vos manuels scolaires. Elle n'était pas seule. 5 reines africaines ont bâti des empires si puissants que des rois européens suppliaient pour obtenir leur or, avant de réécrire l'histoire pour faire croire qu'elle n'avait jamais existé. Voici leur histoire. Revenons en arrière, très loin en arrière, à une époque où le mot « Europe » signifiait à peine quelque chose. Quand Rome ne faisait que commencer et que la Grèce était encore en train d'inventer la démocratie. Durant ces siècles, alors que des villages tribaux parsemaient le paysage européen, des reines africaines commandaient déjà des armées de milliers d'hommes, construisaient des merveilles architecturales et contrôlaient des routes commerciales reliant 3 continents. Ce n'étaient pas des figures symboliques portant une couronne pour la forme. C'étaient des généraux militaires qui menaient leurs troupes en première ligne. Des stratèges économiques qui contrôlaient des ressources, rendant des royaumes incroyablement riches. Des bâtisseuses de civilisations si avancées que, lorsque les Européens y arrivèrent enfin des siècles plus tard, ils ne pouvaient littéralement pas croire que des Noirs les avaient créées. Mais voilà le problème. On ne vous l'enseigne pas à l'école. Voici la partie qui est soigneusement omise de tous les manuels d'histoire que vous avez ouverts. Les colonisateurs européens ne se sont pas contentés de conquérir l'Afrique. Ils ont mené une guerre contre la mémoire africaine elle-même. Ils ont systématiquement détruit des bibliothèques, brûlé des textes anciens, fait fondre des artefacts en or et démoli des temples. Ils ont renommé des villes, redessiné des cartes, et lorsqu'ils ont trouvé des preuves archéologiques qu'ils ne pouvaient pas détruire, ils ont simplement menti sur ceux qui les avaient construites. Ils ont affirmé que les Égyptiens n'étaient pas vraiment africains. Ils ont dit que les Nubiens étaient en réalité plutôt moyen-orientaux. Ils ont observé les cités de pierre du Zimbabwe et déclaré avec une certitude absolue que les Africains ne pouvaient pas avoir bâti quelque chose d'aussi sophistiqué. Cela devait être des étrangers. Cela devait être n'importe qui d'autre. Ce n'était pas un accident. C'était une politique. Car si vous voulez réduire en esclavage des millions de personnes, si vous voulez coloniser tout un continent et en extraire les richesses pendant des siècles, vous avez besoin d'un récit qui le justifie. Vous devez convaincre le monde que ces peuples n'avaient ni civilisation, ni histoire, ni grandeur. Vous devez faire croire que vous apportez la lumière aux ténèbres, la civilisation à la sauvagerie. Et ainsi, le mensonge est devenu un programme scolaire. Le mensonge est devenu un fait. Le mensonge est devenu la seule histoire que la plupart des gens n'entendraient jamais. Mais la vérité a survécu, dans les traditions orales transmises de génération en génération, dans des sites archéologiques qu'ils n'ont pas pu effacer complètement, dans des textes anciens écrits par des Grecs, des Romains et des Arabes qui ont réellement visité ces royaumes et décrit leur magnificence, et dans les histoires de 5 reines dont le pouvoir était si incontestable que même des siècles d'effacement n'ont pas pu totalement les enterrer. La première reine dont nous devons parler a vécu il y a presque 3000 ans. Elle s'appelait Makeda, même si vous la connaissez peut-être sous le nom de reine de Saba. Elle régnait sur un royaume qui s'étendait sur l'actuelle Éthiopie et le Yémen. Et elle contrôlait quelque chose qui la rendait immensément riche, l'encens et la myrrhe. Si vous n'avez entendu ces mots que dans des chants de Noël, comprenez ceci. Dans le monde antique, ces résines valaient plus que l'or. Elles étaient utilisées dans les cérémonies religieuses, la médecine, les parfums et l'embaumement. Contrôler le commerce de l'encens, c'était comme contrôler le pétrole dans le monde moderne. Makeda n'avait pas seulement de l'argent.
Elle avait un pouvoir qui rendait les autres souverains dépendants d'elle. La Bible raconte qu'elle rendit visite au roi Salomon à Jérusalem. Elle avait entendu parler de sa sagesse et décida de la mettre à l'épreuve avec des questions difficiles, en apportant des cadeaux de parfums, d'or et de pierres précieuses. Ce que la version enseignée à l'école du dimanche omet, c'est la dimension politique de cette visite. Il s'agissait d'une mission diplomatique entre deux superpuissances. Salomon avait besoin de ses routes commerciales. Elle devait évaluer si une alliance avait du sens. Selon la tradition éthiopienne, ils eurent ensemble un fils nommé Ménélik, qui devint le premier empereur d'Éthiopie et fonda une dynastie qui régna pendant 3000 ans. 3000 ans. Prenez un instant pour réaliser cela. Mais c'est ici que commence l'effacement. Pendant des siècles, des érudits européens ont insisté pour dire que la reine de Saba devait être arabe et non africaine. Ils ne pouvaient pas accepter qu'une femme noire ait eu la richesse et l'intelligence nécessaires pour impressionner Salomon. Ils ont tordu la géographie, ignoré les textes historiques éthiopiens et élaboré des théories complexes pour éviter de reconnaître le mérite là où il était dû. Car reconnaître qu'une reine africaine noire dirigeait l'un des royaumes les plus riches du monde antique, qu'elle était assez instruite pour défier la sagesse de Salomon et assez puissante pour négocier d'égal à égal, contredisait tout ce dont ils avaient besoin pour façonner la perception de l'Afrique. Avançons maintenant jusqu'aux environs de 40 avant notre ère. L'Empire romain est à son apogée. César Auguste, le premier empereur romain, étend son territoire dans toutes les directions. Rome est censée être invincible, la plus grande force militaire que le monde ait jamais connue. Et c'est alors qu'il rencontre la reine Amanichaketo du royaume de Couche. Couche, située dans l'actuel Soudan, était aussi appelée la Nubie. C'était une civilisation ancienne qui existait depuis plus longtemps que Rome elle-même. Ils avaient leur propre pyramide, leur propre écriture, leur propre société sophistiquée, et ils n'avaient aucune intention de se soumettre à Rome. Lorsqu'Auguste tenta d'imposer des taxes à la Nubie après avoir conquis l'Égypte, Amanirénas lui donna une réponse à laquelle il ne s'attendait pas. Elle leva une armée de 30 000 soldats, marcha vers le nord et détruisit complètement 3 forteresses romaines. Elle ne se contenta pas de vaincre les soldats. Elle envoya un message. Elle fit décapiter des statues d'Auguste et enterra sa tête en bronze sous les marches d'un temple, afin que les gens marchent éternellement sur son visage. Cette tête, d'ailleurs, se trouve aujourd'hui au British Museum, même si cette partie de l'histoire est rarement mentionnée. Rome entra dans une colère noire. Cela n'était pas censé arriver. Ils envoyèrent 10 000 légionnaires vers le sud pour écraser cette rébellion. Et puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Amanirénas les combattit jusqu'à l'impasse. Pendant 5 ans, cette reine guerrière borgne tint tête à la plus grande machine militaire du monde antique. Elle utilisa des tactiques de guérilla, une connaissance supérieure du terrain et un génie stratégique pour rendre chaque victoire romaine coûteuse et douloureuse. La guerre devint trop chère, trop sanglante, trop difficile. Et ainsi, Rome, l'empire qui, soi-disant, ne capitulait jamais, fit quelque chose de presque impensable. Elle négocia un traité de paix. Elle accepta d'exempter le royaume de Couche de toute taxe. Elle retira ses troupes et laissa Amanirénas conserver l'indépendance de son royaume. Prenez un instant pour y réfléchir. Une reine africaine noire a vaincu l'Empire romain. Pas dans une légende, pas dans un mythe, mais dans des faits historiques documentés. Les historiens romains l'ont écrit. Les preuves archéologiques le confirment. Et pourtant, combien de personnes ont déjà entendu parler d'Amanirénas?
Combien de cours d'histoire enseignent que Rome a perdu une guerre contre une reine nubienne? Cette histoire est reléguée aux notes de bas de page, tandis que les victoires romaines sur les barbares remplissent des chapitres entiers. Car reconnaître qu'une femme noire a surpassé et vaincu des généraux romains bouleverse entièrement le récit de la supériorité occidentale. Avançons maintenant d'environ 1600 ans, jusqu'au royaume de Ndongo, dans l'actuel Angola. Nous sommes en 1624 et les Portugais arrivent en force. Ils ne sont pas là pour explorer, ils ne commercent pas d'égal à égal. Ils chassent des esclaves pour alimenter le commerce transatlantique qui dévastera l'Afrique pendant des siècles. Et ils viennent de rencontrer quelqu'un qui va leur rendre la vie absolument infernale pendant les 30 années suivantes. Son nom est Nzinga. Nzinga est née dans la royauté, mais elle dut se battre pour chaque parcelle de respect dans un monde déterminé à le lui refuser. Lorsqu'elle rencontra pour la première fois le gouverneur portugais en tant qu'ambassadrice de son frère, ils ne lui fournirent volontairement aucune chaise. C'était un geste de domination destiné à l'obliger à rester debout ou à s'asseoir par terre, pendant que le gouverneur était assis en hauteur. Nzinga refusa d'accepter cet affront. Elle fit signe à l'un de ses serviteurs, qui se mit immédiatement à quatre pattes, et elle s'assit sur son dos comme sur un trône. Elle mena toute la négociation du traité depuis cette position, montrant clairement qu'elle ne se laisserait pas rabaisser. Lorsque son frère mourut, dans des circonstances suspectes, et qu'elle monta sur le trône, les Portugais pensèrent pouvoir la manipuler ou l'intimider. Ils se trompaient lourdement. Nzinga se révéla être un génie militaire, comprenant quelque chose que les Portugais n'attendaient pas d'un dirigeant africain. Elle comprenait la politique européenne. Elle joua les Portugais contre les Hollandais. Elle se convertit au christianisme lorsque cela lui fut politiquement utile, puis y renonça lorsque ce ne le fut plus. Elle offrit refuge aux esclaves en fuite et aux soldats déserteurs, construisant son armée avec des personnes qui avaient toutes les raisons de haïr les Portugais. Elle utilisa la guérilla, la tactique de la terre brûlée et des attaques éclairs qui maintenaient constamment les forces portugaises en déséquilibre. Pendant 30 ans, elle leur tint tête. 3 décennies de guerre durant lesquelles les Portugais utilisèrent tout ce qu'ils avaient sans jamais réussir à la briser. Elle mena personnellement ses troupes au combat jusque dans la soixantaine. Elle négocia des traités, les rompit lorsque nécessaire et refusa toute tentative de soumission. Lorsqu'elle mourut à l'âge de 80 ans, elle mourut invaincue, après avoir libéré des milliers d'Africains réduits en esclavage et empêché les Portugais de conquérir totalement son royaume de son vivant. Et comment l'histoire s'en souvint-elle? Les archives portugaises la décrivirent comme une sorcière, une sauvage, un démon. Ils ne pouvaient admettre qu'ils avaient été tenus en échec par une femme noire, alors ils la diabolisèrent. Pendant des siècles, son histoire fut soit effacée, soit transformée en propagande sur la barbarie africaine. Ce n'est que récemment que les historiens ont commencé à la reconnaître pour ce qu'elle était réellement. L'un des plus grands esprits militaires et politiques de son époque, menant une guerre désespérée contre un ennemi qui voulait réduire tout son peuple en esclavage. Mais remontons encore plus loin, car il faut parler d'un titre plutôt que d'une seule personne. Dans le royaume de Couche, il existait un mot, Kandake. En grec, il est devenu Candace. Il signifiait reine. Mais pas n'importe quelle reine. Une reine guerrière qui gouvernait de manière indépendante, commandait des armées et prenait ses propres décisions sans qu'aucun roi ne lui dicte sa conduite. Entre environ 300 avant notre ère et 300 de notre ère, plusieurs Kandake régnèrent sur Couche, et leur réputation était si redoutable que les conquérants hésitaient avant d'envahir.
Lorsqu'Alexandre le Grand conquit le monde connu, écrasant tout sur son passage, il atteignit les frontières de la Nubie et s'arrêta. Des sources antiques suggèrent qu'il entendit parler des Kandakés et de leur puissance militaire et décida que le combat n'en valait pas la peine. Pensez-y. Alexandre, qui conquit de la Grèce jusqu'à l'Inde, qui vainquit l'Empire perse, qui fut appelé le Grand parce qu'il semblait invincible, regarda la Nubie et dit « Non, merci ». Les reines guerrières de Couche avaient une réputation qui faisait hésiter même Alexandre. Ces reines bâtirent des pyramides. Oui, le Soudan compte plus de pyramides que l'Égypte, même si peu de gens le savent, car ces pyramides ne correspondent pas au récit dominant sur la civilisation africaine. Elles commandaient des armées, contrôlaient des routes commerciales, frappaient leur propre monnaie à leur effigie et correspondaient d'égal à égal avec d'autres souverains. La Bible mentionne une Kandake dans le livre des Actes, mais son pouvoir et sa position sont réduits à une simple note de bas de page dans la plupart des interprétations. C'étaient des femmes dotées d'une autorité absolue dans un monde où la Grèce et Rome affirmaient que seuls les hommes pouvaient gouverner. Et pourtant, leur existence a été minimisée, marginalisée ou effacée de l'histoire populaire. Parlons maintenant de la reine Amina de Zazzau, qui régna dans l'actuel nord du Nigeria entre environ 1533 et 1610. Amina arriva au pouvoir à une époque où les routes commerciales transsahariennes étaient les autoroutes du commerce africain. Sel, or, ivoire et esclaves y circulaient, enrichissant immensément ceux qui les contrôlaient. Amina décida qu'elle les contrôlerait toutes. Elle prit le commandement de l'armée et commença à étendre le territoire de Zazzau par la conquête militaire et des alliances stratégiques. Elle mena personnellement ses troupes au combat, commandant jusqu'à 20 000 soldats. Partout où elle conquit, elle fit construire des murailles fortifiées autour des villes, dont certaines existent encore aujourd'hui. Elle régna pendant 34 ans, ne se maria jamais, parce qu'elle refusait de partager le pouvoir et repoussa toutes les tentatives des marchands européens arrivant sur les côtes africaines d'établir des relations protectrices qui auraient sapé son autorité. Son royaume devint l'un des plus riches d'Afrique de l'Ouest. Ses innovations militaires influencèrent la guerre régionale pendant des générations. Et pourtant, lorsque les colonisateurs britanniques arrivèrent des siècles plus tard et entendirent parler d'elle, ils déclarèrent qu'elle était probablement un mythe. Les Africains ne pouvaient pas avoir eu une reine aussi puissante, aussi brillante, aussi stratège. Cela devait être du folklore exagéré. Peu importaient les traditions orales, les preuves archéologiques et les sources historiques confirmant son existence. Une reine comme Amina contredisait le récit colonial. Ils la rejetèrent donc comme une légende jusqu'à ce que l'archéologie moderne les contredise. Voyez-vous le schéma maintenant? Il ne s'agissait pas seulement de conquérir des territoires, mais de conquérir la mémoire. Car si les peuples savent que leurs ancêtres ont bâti des empires, vaincu des légions romaines et accumulé des richesses immenses, ils n'accepteront pas d'être traités comme inférieurs. Alors, les archives furent détruites. Les bibliothèques de Tombouctou, contenant des centaines de milliers de manuscrits, furent brûlées. Les artefacts en or furent fondus. Les constructions en pierre furent attribuées à d'autres. Les femmes puissantes furent effacées ou réduites à des notes de bas de page. Le mensonge était simple. L'Afrique n'avait pas de civilisation avant l'arrivée de l'Europe. Ce mensonge justifia l'esclavage, la colonisation et le pillage. Mais la vérité est là. Quand les Européens arrivèrent en Afrique de l'Ouest au XVe siècle, ils découvrirent des villes éclatantes, l'Empire du Mali, plus riche que l'Europe médiévale, Tombouctou et ses universités, le Bénin,
et ses bronzes, le grand Zimbabwe et son architecture monumentale, Mansa Musa et sa richesse inimaginable. Ils découvrirent aussi ses reines, et bien d'autres. L'histoire fut effacée, non parce que l'Afrique était inférieure, mais parce qu'elle devait l'être pour justifier l'oppression. Ce souvenir est un acte révolutionnaire. Ces reines ont gouverné le monde avant même que l'Europe ne sache qu'il existait. Les oublier, c'est accepter un mensonge. Les rappeler, c'est revendiquer un héritage de grandeur.